C'est-à-dire que la démarche qui m'a amené à penser les choses de cette manière-là, celle qui me conduit aujourd'hui, en fait, c'est une démarche qui a évolué dans le temps et qui a évolué en fonction, disons, du contexte, intellectuel, théorique, dans lequel je baignais et je baigne. On n'est pas du tout étranger à son contexte, on n'est pas un pur esprit qui se propose à lui-même une réflexion. On est tout à fait dans son siècle et on subit les idées qui nous entourent. Maintenant, on a toute une capacité de réflexion sur ces idées. Bon, c'est ce qu'on apprend au cours de nos études universitaires et c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre par la suite. Alors, pour ce qui me concerne, je crois que, je dirais, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une phase, la première phase, quand j'ai commencé à faire de la sociologie, je suis arrivé avec un bagage, disons, qui était assez pauvre du côté des théories sociologiques, parce que je n'ai pas de formation de sociologue. Mais bon, j'avais beaucoup lu Marx et bien des auteurs marxistes, parce que c'était dans l'air du temps. Et c'était mieux d'ailleurs d'avoir lu Marx pour comprendre ce qui se passait dans l'air du temps. Et c'était aussi la base de bien des approches qui étaient mises en valeur dans la sociologie. Donc les analyses en termes de classe sociale, bon, c'est quelque chose qui ne m'avait pas du tout effrayé lorsque j'avais rencontré les sociologues. Et comme mes premiers travaux portaient sur l'État et les effets que les mesures de l'État induisaient chez alors, on ne disait pas les individus, mais on s'intéressait plutôt aux classes sociales et aux classes populaires en particulier. Donc j'ai eu de quoi moudre du grain assez facilement. Mais en faisant cela, c'est la réflexion de l'État sur laquelle je vous parlais tout à l'heure, qui s'est développée, qui a été maintenue, et en pensant que le cadre marxiste ou le cadre que nous avait légué Marx, plus ou moins trituré par Lénine, etc., était quand même insuffisant pour comprendre comment fonctionnait et comment l'État que nous connaissions dans les années 70-80 pouvait opérer. Et donc il fallait essayer en quelque sorte d'asseoir un peu mieux cette théorie de l'État. Alors il y avait bien des théoriciens, des théoriciens marxistes, je veux dire, qui travaillaient sur cette question, et c'était des thèses qui étaient discutées. Et dans ce cadre-là, eh bien, on croise à ce moment-là le discours de Foucault. Le discours de Foucault, qui est aussi un discours sur l'État, mais un peu différent, et qui permettait de mieux répondre justement à certaines compréhensions que l'on pouvait avoir de ce qui se jouait au niveau de la mise en œuvre des mesures de l'État. Donc la démarche foucaldienne a été un moment assez important dans l'évolution de mon propre itinéraire. Et par la suite, ce qui s'est joué, c'est toutes les analyses en termes de classe sociale. C'était une vieille réflexion, et y compris dans le cadre de mes études de philosophie, j'avais eu l'occasion de travailler les textes de Raymond Aron sur la chose, et bien sûr, il y avait toute une réflexion qui était en marche et qui s'est développée dans cette période-là, qui fait qu'aujourd'hui, certains sociologues peuvent poser des questions originales en se demandant que sont devenues les classes d'antan. Mais c'était une question qui était déjà posée, c'est-à-dire comment on peut concevoir les classes sociales. Donc, c'est toute une réflexion sur des catégories d'analyse, sur des théories qui agencent ces catégories, qui sont confrontées à des objets de recherche et qui, j'allais dire bon an, mal an,
produisent des changements dans la manière de penser et dans les cadres de réflexion plus généraux. Alors, vous savez ce que l'on dit sur la montée de l'individualisme, sur la manière dont les sociétés développées, occidentales, on voue un culte à l'individu, et que cela se retrouve finalement dans la démarche des sociologues qui, notamment pour ceux qui avaient eu un itinéraire du type de celui que je viens de décrire, ont pu rencontrer parfois et se convertir à l'individualisme après avoir été marxistes. Alors, je ne pense pas m'être converti à l'individualisme parce que je distingue bien entre une espèce de conception métaphysique là, de l'individu et puis une démarche théorie, parce que moi, l'individualisme, bon, c'est l'individualisme méthodologique qu'il faudrait retenir comme moyen de penser ce qui se passe dans des situations sociales. Ce n'est pas simplement des individus extraits de leur situation, on ne peut pas dire grand-chose, si ce n'est que les individus existent, pensent, disent ceci et cela. Qu'en faut-il les comprendre dans les situations et arriver à comprendre comment ces situations elles-mêmes sont organisées et vont se perpétuer, se transformer ou disparaître purement et simplement. Donc, ma démarche théorique, c'est à la fois, si vous voulez, je pense, m'inscrire dans l'air du temps, c'est-à-dire je suis comme les autres, je dispose des mêmes influences, et puis d'essayer d'intégrer ces influences-là dans une démarche personnelle à laquelle je vais essayer d'adhérer le plus possible, d'en être le plus convaincu possible, pour pouvoir mettre en œuvre une démarche d'explication proprement sociologique. Alors l'ISLF, bon, pour moi, c'est, je dirais, la première fois que j'ai rencontré un ensemble de sociologues en dehors d'une espèce de compétition individuelle. Parce que bon, bien sûr, à l'université, milieu académique habituel, on se rencontre bien sûr, mais on se rencontre en situation de concurrence. Et au sein de la ISLF, j'ai pas eu ce sentiment-là. Très vite, alors la ISLF, quand j'ai dû y adhérer, il y a déjà quelques années, c'était pas aussi important que ce que c'est aujourd'hui. On connaissait presque tout le monde, enfin, on arrivait assez vite à connaître les gens, et je les rencontrais dans une situation où il y avait, alors on appelle ça de la convivialité maintenant, mais une espèce d'attention, de manière de prendre en considération le jeune sociologue que je pouvais être à ce moment-là, et j'ai trouvé ça assez plaisant. Ça fait plaisir de pouvoir être considéré de cette façon. Alors c'est un esprit, et c'est un esprit qui a existé, je crois, assez tôt dans cette association et qui perdure, me semble-t-il, de façon assez importante. Et ça, c'est un esprit qui n'empêche pas que cette association m'apparaissait bien comme une association, une société savante, c'est-à-dire on faisait de la sociologie, on apprenait un certain nombre de choses, on découvrait les travaux menés par les uns et les autres, et on ressortait d'un congrès de l'ISLF en ayant acquis beaucoup de choses. Et je pense que c'est véritablement un lieu dans lequel des échanges scientifiques ont lieu. Alors, ils ont peut-être plus lieu, me semble-t-il, au sein des comités de recherche, des groupes de travail qui, sur le long terme, arrivent à mettre en œuvre des échanges, à les structurer, à faire en sorte que des gens qui sont éparpillés aux quatre coins du monde maintenant peuvent continuer à échanger sur le long terme, peuvent entreprendre des choses ensemble. Et ça, c'est quelque chose d'assez précieux. On le fait dans nos laboratoires avec un certain nombre de personnes, mais là, on le fait à une autre échelle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé toujours important, c'est cette dimension internationale et qui
a été maintenu, renforcé, qui est sorti du cadre strictement des pays francophones pour toucher ceux qui font de la sociologie en utilisant le français. Et c'est quelque chose de tout à fait remarquable et positif, me semble-t-il. Et c'est quelque chose qui est à mettre au crédit des derniers présidents de cette association, et je crois qu'elle a pris un tournant qui est tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Et je pense que c'est une association qui peut jouer aujourd'hui un rôle important sur le plan du développement de la sociologie francophone, mais du développement non pas simplement des échanges, cette fois des échanges entre sociologues, mais sur le plan du rayonnement même de la sociologie dans toutes sortes de pays. Et il y a un certain nombre d'orientations qui ont été données qui, de ce point de vue-là, me font penser que cette association peut devenir la cheville ouvrière du renforcement, de la consolidation, voire du développement de la sociologie et de la sociologie francophone dans un certain nombre d'autres pays. Alors, je dis cela parce que je crois que ce qui s'est passé à ce congrès à Istanbul est assez révélateur de cela. Istanbul, Turquie, avec un enjeu européen qui surplombe complètement tout ce qui se fait, tout ce qui se passe aujourd'hui ici, y compris dans le domaine académique. Et puis un enjeu aussi parce que la sociologie qui est pratiquée en Turquie, en turc, c'est très très bien, mais aussi connaît des influences qui ne sont pas que des influences francophones. Et le fait qu'il puisse y avoir une base, l'université de Galatasaray, qui fasse un enseignement en français de la sociologie, et pas seulement française, bien sûr, mais de la sociologie turque en français, par exemple, ça c'est tout à fait remarquable. Et je pense que c'est une possibilité, une ouverture en tout cas, pour la sociologie francophone de diffusion, de rayonnement, et de faire en sorte que les échanges se fassent autrement ou de façon plus élaborée, plus construite que simplement à l'intérieur d'une unité nationale. Donc je pense que ce congrès était très important de ce point de vue-là, parce que ça montre bien que la sociologie francophone peut exister et n'existe pas simplement sur le mode de la préservation de ce qui a été fait dans le passé, mais aussi sur un mode dynamique. On va faire une sociologie en français qui peut être partagée, y compris par des gens qui n'utilisent pas le français pour, y compris, penser leurs propres travaux. Et donc ça me paraît quelque chose de tout à fait important sur le plan symbolique, et effectivement, puisque les choses ont pu se faire de cette façon-là. Et je pense que dans l'avenir, on pourra multiplier ce genre de choses, ce type d'organisation de colloques. La francophonie n'en pâtira pas, au contraire, et la sociologie non plus, parce qu'elle peut aussi se développer de ce point de vue-là.